Mais par exemple, un gros achat comme une voiture, une maison, comme que je possède, là, c'est vraiment plus un processus réfléchi. Puis, je pense que le truc que moi je fais personnellement, il y a beaucoup de comparaisons. Tu sais, ça dépend de l'achat, mais je compare avec d'autres modèles, d'autres produits qui sont similaires. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, je compare beaucoup les avantages et les inconvénients de mon achat. Donc, j'analyse vraiment ces avantages et inconvénients-là. Et après, qu'est-ce que je fais? C'est que je réfléchis quelques jours dessus cet achat-là, ou quelques semaines même. Mbote! Dit. Meiga! Bonjour! Hello! Bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour échanger et discuter sur des sujets qu'on aurait aimé savoir, que ce soit en tant que nouvelle arrivant sur le marché du travail, personne étudiante, nouvelle arrivante au Canada, ou simplement sur la vie en général. Parce que nos décisions d'aujourd'hui ont un impact sur ce qu'on va manger demain à midi, bref, sur notre vie. Allô tout le monde! Allô, ça fait vraiment plaisir d'être de retour parce que je sais que depuis l'accouchement, j'ai pas été sur le plateau, mais j'étais dans les coulisses. Et donc là, j'ai hâte vraiment de pouvoir échanger, partager sur de nouveaux sujets avec vous. Donc ça fait vraiment plaisir d'être là. Donc là, nous allons parler de notre sujet d'aujourd'hui. C'est qu'on sait tous qu'on est dans une société vraiment de consommation. C'est-à-dire que c'est une société qui met tout en place pour nous emmener parfois à acheter plein de choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Donc, et un jour, je suis passée je lisais un article, puis j'ai trouvé quand même une citation qui était assez importante et qui est même le thème de cet épisode. Ça disait « Cessez d'essayer d'impressionner les autres avec les choses que vous possédez. Commencez à les inspirer à part votre façon de vivre. » Donc ça suscite pas mal, Esther a fait donc ça suscite pas mal de questions, de discussions. Et pour parler de ça, on est avec nous, désolée Esther, je t'ai oublié, mais Carrément. on a avec nous deux invités très spéciaux, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Donc en gros, oui, spéciaux. En gros, aujourd'hui, on va parler de achat, on va parler de carte de crédit, on va parler de consommation, on va parler de plein d'autres choses et surtout de money. Donc, finance personnelle. On peut résumer ça peut-être sur une thématique. Yeah. Oui, bien sûr. Donc, on va parler de plein de choses. Et donc, je vais laisser nos invités commencer par se présenter. Ensuite, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, je vais demander à Alain. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Alain, qui est Alain? Certainement. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alain Lavoie. Je suis originaire de Grand-Sault, une petite ville au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. J'ai débuté mes études à l'Université de Moncton en 2018. J'ai fait un baccalauréat en éducation primaire de 2018 à 2023. Dont l'importance, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'éducation, ça me touche énormément. L'éducation financière rentre un peu dans cette thématique-là. Et par la suite, j'ai poursuivi mes études en orientation pour maintenant faire un MBA, donc maîtrise en administration des affaires. Je suis aussi une personne assez impliquée dans la communauté. Trop impliqué. Ben, j'ai eu quelques rôles. Moi aussi, je ne connais pas Alain. Ben alors, Attends, non. jusqu'en Côte d'Ivoire, on le connaît. Non, allez. Allez juste sur LinkedIn, tapez Alain Lavoie, vous comprendrez. Non, c'est clair. Mais c'est ça, j'ai eu quelques engagements ici, un peu à l'international également. Puis, je suis athlète aussi universitaire à l'Université de Moncton. D'où la tenue. En fait, je suis un fier avec le bleu et or. Donc, c'est un peu ça sur moi. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur le podcast. Pour faire un peu un lien avec la thématique d'aujourd'hui, d'où je viens avec cette éducation-là financière, la littératie financière, j'ai toujours été intéressé par ça dès mon jeune âge, par mes actions, par mes choix. Puis, je me considère un autodidacte dans le domaine. Donc, oui, j'ai suivi quelques formations, j'ai suivi un cours à McGill sur les finances personnelles, mais majorité de mon apprentissage au niveau des finances personnelles, c'est moi qui l'ai appris par moi-même. Et j'ai eu la chance de donner des formations un peu partout au Nouveau-Brunswick et même en Atlantique. Donc, un peu ça sur moi. Ouais, vous pouvez voir, c'est un bon profil. La bonne personne pour parler de ce qu'on va discuter. Puis Cédric. Tonton Cédric. Bon, moi, rapidement, mon nom est Cédric Aïssa, je viens du Togo. J'ai été étudiant international ici et depuis 3-4 ans maintenant, je suis directeur général d'une radio communautaire ici à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
De l'expérience ici et là, dans tout. J'ai eu aussi à travailler en lien justement avec cet épisode. J'ai eu à travailler pendant presque 5 ans pour une institution financière. Et en plus de ça, toute l'expérience qui vient avec le fait d'être une personne immigrante, bien entendu. Alors, il me fera plaisir de parler un peu plus de mes 10-11 ans de séjour au Canada et des Les vétérans. Ah ouais. Voilà, et des expériences L'expérience. que j'ai pu, accumuler jusqu'à date. Là. Ok, merci beaucoup Cédric. Donc là, je vais commencer, on va aller dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? Go! Décollage. C'est parti. 3, 2, 1, go! Donc en gros, je vais commencer par une question pour toi là. Par exemple, let's say tu veux acheter quelque chose. Tu veux acheter, généralement, comment tu réfléchis quand tu dois acheter quelque chose? Que ce soit une petite chose, une chose qui ait plus de valeur par exemple. Ben, tu l'as très bien dit, je pense qu'on doit décortiquer à c'est quoi la chose qu'on achète. La chose qu'on achète, si on achète continuellement, quotidiennement, hebdomadairement, ça n'a pas le même impact qu'un achat qu'on fait par exemple annuellement ou sur une vie en entier. Tu sais, la grosserie, on le fait sans réfléchir nécessairement, on achète. Moi, personnellement, je magasine pour les soldes, donc ça, c'est des petites choses que je fais. Mais par exemple, un gros achat comme une voiture, une maison, comme que je possède, là, c'est vraiment plus un processus réfléchi. Puis, je pense que le truc que moi je fais personnellement, il y a beaucoup de comparaisons. Tu sais, on achète, ça dépend de l'achat, mais je compare avec d'autres modèles, d'autres produits qui sont similaires. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, je compare beaucoup les avantages et les inconvénients de mon achat. Donc, j'analyse vraiment ces avantages et inconvénients-là. Et après, qu'est-ce que je fais? C'est que je réfléchis quelques jours dessus cet achat-là ou quelques semaines même. Souvent, les gens ont tendance à prendre les décisions, des gros achats même impulsifs et guidés par les émotions. C'est vrai, c'est Puis, vrai. moi, je me suis toujours dit ça. Donc, si par exemple, un achat, j'attends 2 semaines avant, j'ai fait mes pour et contre, et j'attends 2 semaines, et après 2 semaines, j'ai plus le même sentiment que je l'ai vu, cet achat-là, qu'il y a 2 semaines. Ça veut dire que probablement dans un mois, ce vouloir d'achat va s'éteindre. Donc, c'est juste une question de laisser le temps passer. Pas prendre des décisions basées sur des émotions et vraiment un processus un peu plus rationnel. Pas d'achat sur le coup de foudre. Exactement. Ça, regarde, j'aime cette voiture. Puis Ouais, exactement. J'ai un coup de foudre. Et Je beaucoup de m'en personnes vais. font ça malheureusement. Oui, Yeah. mais je pense qu'il y a aussi l'affaire, c'est que, let's say, par exemple, quand tu vas acheter une voiture, tu vas chez le concessionnaire, puis directement, on veut te faire essayer, on veut que tu vas, genre, c'était comme, littéralement, bon, c'est leur travail, On là, te pousse, mais ils te poussent vraiment dedans, puis toi, si t'es pas bien assis sur ce que tu veux, ben, tu vas juste prendre comme ça, puis je comme, oui, je vais y aller comme ça. Tu as quelque chose à dire? Non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas se laisser emporter justement par ce besoin immédiat-là qu'on veut satisfaire. C'est important de prendre le temps, de se poser les questions. Moi, je sais que j'ai comme un processus de décision assez long, très rationnel. Très rationnel. Je peux le confirmer. Et justement, ce qu'Alain disait, c'est vraiment se donner le temps. Se donner le temps. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, c'est la société qui est comme ça, on nous oblige à prendre des choses dont on n'a pas besoin. » Non, ce n'est pas vrai. C'est nous-mêmes qui souhaitons comme satisfaire un besoin immédiat. Donc, prendre le temps d'y penser, je pense que c'est très important. Bon, peut-être pour ajouter là, comme tu as soulevé un bon point, comme, puis ça se rejoint un peu le fait de satisfaire un besoin immédiat. Puis c'est là, comme, on faisait la blague tantôt du coup de foudre, mais c'est un peu ça, tu vois. Parce que des fois, c'est comme, ah, je veux une glace tout de suite. Mais si tu te poses, et on parlait de ça avec une amie dernièrement, elle disait, c'est comme elle habite sur le campus. Puis, elle voulait aller acheter une glace, c'est comme les dépanneurs, là, comme disons, qui est proche de l'hôpital. Là. Désolé pour les gens qui n'ont pas un contexte, c'est quand même un peu une grosse marche. Puis, il faisait froid. Soit il était comme, oh, je veux une glace, mais est-ce que j'ai vraiment la motivation de me rendre là? Puis, tu sais, comme, ah, mais je peux appeler un cab. Mais après, quand elle a fait le calcul, elle s'est rendue compte que le cab, aller-retour, versus la glace, ça faisait pas le poids, tu vois. Mais si elle n'avait pas fait ce processus de décision-là, elle aurait peut-être pu dire, ah, je prends mon cab, je pars. Mais tu vas aller prendre, comme, tu prends un cab qui va te coûter plus que la glace que tu pars manger. Donc, si t'es pas en train de réfléchir, mais t'es vraiment se focaliser sur le besoin immédiat, parce que des fois, on ne pense pas vraiment à qu'est-ce qui est vraiment utile. Tu sais, comme des fois, on a des achats, mais c'est pas forcément utile, mais c'est juste parce que mes émotions sont là tout de suite. Exactement. Absolument. Oui. Justement, tu mentionnes un achat utile, par exemple. Juste comme, je suis curieuse, là, qu'est-ce que pour vous, ça représenterait un achat utile?
je pense qu'il faut faire quand même la nuance, puis c'était une blague, tantôt on faisait un peu, mais je pense qu'il faut décortiquer un achat et une dépense. Je Yeah. pense qu'il faut plutôt, dans un terme un peu plus financier, je pense appeler ça une dépense. Ok. Donc les dépenses, il existe deux types de dépenses, en anglais needs and wants, donc qu'est-ce que tu as de besoin, comme on a parlé un peu des besoins immédiats, et qu'est-ce qu'on veut. Puis quand on peut faire la catégorisation de ces deux éléments-là, que, OK, on a besoin pour notre survie, l'alimentation, toi, tous les besoins essentiels, un peu de Maslow, ce qu'on veut reprendre. La fameuse pyramide. La fameuse pyramide de Maslow, ben ça, c'est des besoins. Puis qu'est-ce qu'on veut? Ben c'est toutes les choses qui nous procurent du bonheur à l'extérieur, qui ne nous empêchent pas de survivre ou fonctionner day to day un peu. Puis je pense que c'est là qu'il faut faire vraiment la nuance. T'es pas pour arrêter de manger parce que tu veux pas dépenser de l'argent non plus. Mais t'es pas pour non plus t'acheter des 3-4 voitures quand t'as pas non plus les moyens financiers. Donc je sais pas, c'est un peu quoi ta question par rapport aux dépenses là? Oui, non, c'était plus dans le sens où comment est-ce que tu détermines, par exemple, justement, peut-être à commencer à en parler, comment tu détermines que quelque chose est nécessaire, quelque chose est utile pour toi, puis qu'est-ce qui est comme moins utile, comme est-ce que vous avez comme déjà passé à dans le long penser processus de Cédric, maybe. Ouais. Dans le long processus de Cédric. Oui. Moi, je pense que tout passe aussi par la question de prioriser. Hein. Des fois, il y a des achats que tu ne veux pas faire, mais que tu fais quand même parce que c'est important. Tu en as besoin. C'est comme, OK, c'est quoi mes priorités tout de suite? Est-ce que j'ai besoin de ça avant ça ou est-ce l'inverse? Donc, toujours avoir... il faut y penser à chaque fois. Comme des gens qui disent, oh, mais ça, j'ai pas prévu, mais je l'achète quand même. Il faut faire attention. C'est vraiment comme, pensez-y avant de dépenser. C'est quoi les répercussions plus tard? Puis prioriser. Et prioriser les choses, ça ne s'applique pas seulement à l'argent. Là, je sors un peu, là, mais ça s'applique à tous les aspects de notre vie. Parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont déterminer ce qu'on va manger demain midi. C'est exactement même dans la pensée. Il y a aussi le coût d'opportunité qu'on prend en considération. Souvent, quand on fait ces achats-là, puis Cédric a très bien dit, c'est une question de prioriser. Puis prioriser selon nos besoins, selon notre réalité aussi financière, notre portrait financier. C'est là que ça, on peut rentrer dans un tout autre sujet. La réalité financière pour un n'est pas la même chose pour l'autre, et les priorités d'un ne seront pas la même chose de l'autre. Mais c'est là que souvent, en priorisant, on fait simplement des meilleurs choix. C'est pas faux. Donc, en gros, il s'agit peut-être pour vous, si je reprends ce que vous dites, c'est dans le sens où tu priorises en fonction de tes réalités financières et de tes besoins. Ce n'est pas parce que ton ami a acheté la dernière Mercedes que tu dois acheter la même chose ou quelque chose de plus grand. Si tes besoins sont dans peut-être l'achat d'une nouvelle maison, ou bien de payer tes droits de scolarité, ben c'est ça que tu dois prioriser et non acheter une nouvelle voiture de luxe. Puis je parlais du coût d'opportunité, puis ça m'est échappé, mais c'est justement dans ce processus de décision-là, prioriser, mais le coût d'opportunité, tu achètes quelque chose à 20 000 $, mais c'est 20 000 $ que tu dois travailler pour, et qu'est-ce que tu ne peux pas acheter à cause que tu as dépensé 20 000 $ pour une voiture. Donc là, c'est une question aussi de prioriser, en tenant compte de ça, que c'est le temps aussi, puis probablement qu'on va en parler parce que c'est une composante importante de l'argent et tout, la gestion. Bien sûr. Donc, il faut prendre ça en considération. Justement, comme tu as pris la bonne tangente, c'est ça qu'on va continuer. Des fois, je pense à des trucs, ça sort de là, je rebondis. Non, mais effectivement, tu as souligné un point qui est assez important. Puis c'est assez, même avec ma soeur, c'est comme quelque chose qu'on discutait souvent. C'est dans le sens où, ce qui nous a commencé quand on a commencé à être un peu plus, comme, faire plus attention, tu vois. Conscient. Et être plus conscient, merci. Puis c'est vraiment dans le sens où, acheter un truc, des fois on ne se rend pas compte qu'on passe des heures de travail là-dessus. Donc par exemple, let's say tu travailles, je vais dire tu gagnes $15 de l'heure, puis à la fin de la journée, tu achètes un truc par exemple de $30. Ça veut dire que c'est 2 heures de ton travail que tu es littéralement en train de mettre là-dedans. Donc tu réfléchis, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas de ce côté-là? Voir les choses comme ça te fait vraiment comme penser. Puis c'est de l'argent que tu peux plus mettre ailleurs. Donc il faut vraiment que ça en vaille la peine. C'est vrai, il y a des fois on se fait plaisir, mais
Ça, Ouais, c'est aussi faut une faire autre... attention à Ça- ça aussi. Est-ce que tu as à dire en vaut la peine? C'est toujours Yeah. ça la C'est ça. question. Même si- Ouais. Mais avant qu'on continue un peu plus aussi, je voulais juste comme mentionner quelque chose. Alain, tu as beaucoup mentionné la gestion financière, tu as mentionné finance, littératie financière. Donc, en gros, là, ça nous amène à la question. Qu'est-ce qu'est la gestion financière? Ça, c'est comme, pour les gens qui nous suivent, peut-être c'est un bien grand mot. Si vous pouvez le breaker en... On va donner au prof Cédric. C'est prof. ça. Honneur au prof. Oui, oui. Non, on va commencer par Cédric. Ah, Allez, attends. Cédric. Ok. On va commencer Je par voulais le sauver, mais... gestion financière. Et non seulement ça, mais qu'est-ce qu'une bonne gestion financière? Et surtout, est-ce que tu es un bon Ok. gestionnaire Hey, financier? c'est 3-4 questions. là. C'est bon. Je l'ai mis en j'en ai deux spots l'habitude. Ok. direct. Donc, moi, la gestion financière, j'irai pas dans une définition académique, j'irai plus dans Mhm. ce qui pourrait faire du sens à tout le monde. Bien sûr. La gestion financière, enfin, la bonne gestion financière, c'est faire les choses qui paraissent évidentes à faire comme en termes de décision avec l'argent, mais que tout le monde ne fait pas. Ok, peux-tu répéter ça, s'il te plaît? C'est- Juste pour la Encore, population. Encore. Ok, si je reprends tout ce qu'on a dit tout de suite, ça paraît tellement évident, Oui. Ouais. mais ce n'est pas commun, ce n'est pas ce que Mm. tout le monde fait. Pour moi, c'est ça de la bonne gestion financière. C'est C'est-à-dire très que- fort comme définition. C'est- Le prof a validé. C'est simple, mais en même temps, c'est fort. oui, C'est comme- c'est comme... Tu prends des décisions qui font du sens quand tu te poses les bonnes questions avant de gérer ton argent ou avant de dépenser ton argent. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est vraiment ça. Ne pas faire comme tout le monde nécessairement. Ouais, je pense que c'est ça. Là. Pour moi, c'est ça la bonne gestion financière. Est-ce que je suis un bon... est-ce que je suis quelqu'un qui gère bien son argent? J'essaye. Écoutez, ce qu'on vous dit là jusqu'à date, ce ne sont pas des conseils financiers officiels. Il y a des experts pour ça. Nous, on ne fera que dire ce qu'on fait nous-mêmes. Et je pense que oui, comme je m'efforce tous les jours à apprendre puis à faire mieux tout le temps avec mes sous. Yeah. Ça, c'est super. Toi? Ben, je peux rebondir là-dessus. Bien puis- sûr, on rebondit. Je vais souvent rebondir sur les trucs que Cédric dit. On suit beaucoup, on a le même mindset dans plusieurs aspects de notre vie. Mais pour rebondir sur ce que dit par rapport au conseil financier, puis ça, je dois faire genre, on aurait dû même le Spoiler dire en tout alert. début. Non, on aurait dû même dire en tout début de ce podcast. C'est pas des conseils financiers qu'on vous donne. On Oui, partage bien notre sûr. expérience. Il y a des experts justement dans le domaine qui vont vous donner des conseils financiers selon votre situation, encore une fois. Tout le monde a une situation C'est différente. vrai. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi ne va pas nécessairement fonctionner pour toi et pour toi. Donc, pour une bonne gestion financière, Cédric l'a très bien résumé. Pour moi, c'est juste un contrôle de ton argent. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Une bonne gestion financière, c'est comment justement que tu gères bien, qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas. Là. Je pourrais le reprendre comme ça. Tes revenus, quels sont tes revenus? Tes dépenses, quelles sont tes dépenses? Qu'est-ce que tu fais avec ces dépenses-là? Est-ce que tu te mets dans une position pour améliorer chaque jour ta situation financière? Si c'est le cas, en tenant compte de tes dépenses et tes revenus, ben, tu améliores ta position financière. Donc, tu as une bonne gestion financière. Mais c'est assez vague comme concept de gestion financière. Puis, tu sais, il y a des termes scientifiques qui pourraient décrire c'est quoi, mais en gros, c'est une bonne c'est un bon contrôle des entrants et des extrants, tes revenus et tes dépenses. La question, est-ce que j'ai une bonne gestion financière? Je considère, je considère que oui, mais il y a toujours place à l'amélioration. Bien sûr. Puis, on va en parler, je suis certain aujourd'hui dans les différents types de questions que vous allez nous poser. Il y a toujours la place à l'amélioration. Chaque jour, on apprend. Comme Cédric a dit, essayer de lire chaque jour sur quelque chose, apprendre à propos peut-être des finances personnelles, tout autre aspect de la vie. Chaque jour, à chaque fois qu'on apprend, ben, on améliore notre situation et on change des petits trucs dans notre quotidien qui fait en sorte qu'on a une meilleure gestion. Donc, c'est très vague comme réponse, mais c'est ça que j'ai à livrer. Justement, c'est un peu le principe du podcast en lui-même, c'est comme on partage nos expériences. Comme tu as mentionné tout à l'heure, c'est pas immuable pour tout le monde, c'est pas l'absolu, mais c'est juste comme si au moins il y a une personne qui regarde puis qui se retrouve là-dedans. C'est déjà bon. C'est juste ça qu'on veut parce qu'on a juste remarqué que des fois l'information se perdait, n'était pas transmise. Et c'est pour cela qu'on a créé même le podcast. Surtout aussi parce que, comme Cédric l'a mentionné, comme
Puis c'est ça qui va être la beauté de, tu sais, comme t'avoir aussi Alain, parce que, tu sais, nous, on vient d'Afrique, on est venu comme étudiant international. Effectivement. Donc, tu sais, comme le concept, comme le système financier canadien ou nord-américain en lui-même, parce que l'Europe est quand même assez différente. Oui. C'est comme, le concept nord-américain, c'est assez basé sur, tu sais, tout ce qui va être comme le crédit, tu sais, comme la façon dont les choses sont faites. Ça fait que même quand tu viens d'un système financier complètement différent, puis je sais pas comment c'était pour toi, Cédric, comme je connais un peu pour Amanda, comme puis moi, mais comme, par exemple, moi, j'avais pas de compte bancaire dans mon pays. Tu sais, comme, je dépendais de l'argent de mes parents. C'est comme, j'avais besoin d'un truc, je demandais, on me le donnait. Je gérais comme un argent de poche qui était, tu sais, l'argent de la poche du mois. So, c'était pas des sommes, tu vois, c'était pas genre... donc, c'est quand je suis venue comme étudiante que j'ai ouvert mon compte bancaire pour la première fois, que là, j'étais comme, OK, tu vois, so, ça fait que c'est complètement différent de, tu sais, comme Alain qui a commencé à travailler à 14 ans, puis tu sais, comme... J'ai ouvert mon compte bancaire à 7 ans. Tu vois, tu vois, c'est un peu comme juste pour te dire. Avec ta petite caisse, là. Casse mon cochon. Le petit cochon. Oui, non. En fait, il y a un concept au Nouveau-Brunswick, je pense, ça s'appelait le portfolio scolaire ou je sais pas comment appelait ça, c'était des enveloppes brunes que chaque semaine tu pouvais mettre de l'argent. Je faisais ça. Vraiment? Oui, je faisais ça. Et Tu faisais ça où? Au Togo? Oui. Mais toi, t'as su ça comment? Toi, t'as su ça Ma comment? mère. Ok. Oui, comme on avait les... Coucou maman. Oui, allô. Maman Cédric. C'est comme des institutions financières, mais plus pour aider les commerçantes et tout ça. Ok. Et comme tu avais le carnet, donc tu allais mettre ton argent, puis tu mettais comme une petite croix sur la date. Nice. Oui, donc moi j'avais ça. Ok. Puis même avant de venir au Canada, bon, j'avais déjà créé un compte bancaire parce que je rentrais à l'université chez moi, donc j'avais créé. Ok, toi, t'es venu à quel âge? À 17 ans. Oh, wow. Ok, mais c'était... Ok. Oui, 16-17 ans. Ah. Ok. Ouais. Hey, wow, t'avais ton bac à cet âge-là? Oui. Non, mais moi, je suis venue à 17 ans. Yeah. Moi, je suis allée en Afrique du Sud. Toi, non, t'allais à la Allez regarder l'épisode 1 pour comprendre la vie d'Amanda. Dans l'épisode 1, Amanda l'explique sa vie. Moi, j'ai vraiment un pigeon là qui est Yeah. Ok. Ça, c'est super. Pour revenir au... Oui, T'avais un compte à piggy 7 ans? Oui, à 7 ans, j'ai ouvert mon compte par le biais de cette initiative-là, des institutions qui apportaient une enveloppe brune. Une enveloppe brune qui nous permettait d'aller faire des dépôts chaque semaine. Et c'est là que mon compte bancaire... J'ai eu cette... Je te dirais que c'est là que cette curiosité pour l'argent qui a commencé. Oui. Chaque semaine, j'étais... Tu sais, je me rappelle, je faisais de la vaisselle pour un 2$ par exemple. Wow. Tu sais, ça s'accumulait chaque semaine. Je faisais plein de tâches ménagères juste pour avoir de l'argent pour mettre dans ce Tes parents sont compte-là. gentils, hein. Ouais. Ça, c'est le travail gratuit en Afrique. Merci maman et papa. Du coup, tout à l'heure, tu t'as mentionné en fait que voilà, tu avais ton compte bancaire depuis que tu avais 7 ans, et puis c'est ça qui t'a intéressé un peu plus aux finances, donc tu as continué là-dedans. Maintenant, la question que je me demande aussi, c'est est-ce que, comment ça va, est-ce qu'il y a arrivé comme durant tout ton parcours, parce que honnêtement, j'aime beaucoup comme ce que vous avez exposé, le mindset, puis tout ça que vous avez. Mais la question que je me demande, c'est est-ce que ça a vraiment toujours été comme ça que vous avez pensé, ou il est arrivé peut-être un déclic ou quelque chose qui est arrivé, comme juste en savoir un peu plus comme comment vous êtes arrivé à cette façon de penser actuellement. C'est une bonne question. Moi, je dirais que vraiment, c'est plus en faisant des recherches sur la question de l'argent, comment ça... le pouvoir de l'argent, les dynamiques que ça crée. Je pense que c'est de là que c'est parti. Juste l'intérêt de, OK, c'est quoi l'argent? Okay. C'est quoi l'argent et comment l'argent peut jouer un rôle important dans ma vie ou dans celle des autres, ou en ayant de l'argent, qu'est-ce que ça pourrait faire? Bon, c'est vraiment parti de là, puis par la suite, je me suis éduqué là-dessus. Là, ouais. Pour moi, c'était le point de départ quand même. Okay. Yeah. C'est une très bonne question. J'ai pas trop réfléchi jusqu'à ce moment, mais je pense que moi, ça vient plus d'une expérience personnelle. Okay. Je pense que c'est plus le fait que je me disais... Ben, je veux pas manquer d'argent. Je pense que ça vient d'une peur. Cette peur de manquer d'argent, de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. Tu sais, moi, je m'avais mis comme objectif que je voulais aller à l'université. Je savais pas si c'était atteignable, des trucs comme ça. Donc, c'est là que dès mon jeune âge, tu sais, oui, à 7 ans, je te disais,
c'était pas tellement un intérêt, c'était juste je le faisais, puis c'était comme, c'était juste, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler que je me suis dit, OK, mais là, je suis à la maison, j'ai pas nécessairement de dépenses et je veux aller à l'université, je veux m'acheter une voiture et je veux pas financer une voiture pour des raisons personnelles. Donc, tout ça, en voyant mes objectifs futurs, je me suis dit, ben, je peux pas le faire si je sais pas comment gérer mon argent. C'est là, je pense, cet intérêt a dit, ben, je veux être indépendant, je veux me débrouiller par moi-même et je veux arriver à mes moyens, je veux arriver à mes objectifs. C'est là que je pense que l'éducation financière s'est accumulée. C'est de là que je pars vraiment. Il n'y a pas eu vraiment, mais je pense que c'est plus une peur de manquer d'argent. Peut-être juste pour préciser, parce que c'est comme des fois, le monde ne sait pas que les études au Canada, même pour les Canadiens, ça coûte cher. Pour que les gens comprennent pourquoi elle a dit qu'il avait besoin de mettre de l'argent de côté. Parce que c'est vrai que les gens ne réalisent pas. Donc, peut-être développer là-dessus là aussi. Oui, certainement pour les personnes qui ne savent pas. Les études coûtent cher, encore plus pour les études internationaux, malheureusement, dans presque toutes les universités canadiennes. Mais faut compter, oui, les frais de scolarité qui sont énormes, mais il faut compter qu'est-ce qui vient avec. Hein? Tu sais, la nourriture, on habite plus sur nos parents. Souvent, comme moi, par exemple, mes parents habitent à 4 heures d'ici. Donc, j'ai dû prendre un logement. Je dois payer ma nourriture. Je dois payer mon auto, mes assurances. Tout ce qui vient comme type de dépenses, c'est ça vraiment qui coûte cher. Tu sais, une année, 25, 30 000 $, c'est plus rare à cette heure, à chaque jour, comme étudiant, de devoir dépenser au-delà de là. Donc, comment faire? Donc, tu veux économiser sans trop t'endetter non plus. Donc, c'est ça, un peu pour l'explication. Puis, il y a aussi, comme Esther mentionnait, l'une des différences aussi qu'on a souvent, c'est que, bon, il y a plein d'étudiants canadiens qui doivent comme travailler pour payer comme leurs études. C'est ça aussi qui est parfois comme, qui pèse aussi pas mal lourd, là. C'est pour ça que ça peut revenir assez vraiment. Mais c'est quand même intéressant de voir que, genre, très tôt, vu que tu avais ça en tête, tu t'es comme mis, tu sais, comme donné les moyens de comme de dire, ah, je vais mettre à part, tu sais, comme, parce que, mais moi, je me demande, est-ce que quand, à partir de ce moment-là, tu savais, c'est comme, ok, bon, il faut que je planifie mes 4 ans d'université, ça va me coûter au total ça. Est-ce que tu avais comme, tu t'es assis pour faire un estimé de qu'est-ce que tu dois mettre de côté? 100%. Oh, ok, wow. 100%. Ça, budgéter tout ça. Puis, ben, je suis une personne très rationnelle, puis c'est vrai qu'il a dit au niveau de la rationalité tantôt, c'est pas juste au niveau financier, je pense, dans beaucoup d'aspects de ma vie, au niveau tant professionnel que personnel, j'ai quand même un processus rationnel dans tout ce que je fais, donc j'ai beaucoup une vision à long terme. Et c'est pas toujours une bonne chose. On rentre pas là-dedans, mais c'est bon d'avoir une vision à long terme. Donc oui, j'ai calculé tous mes coûts. J'ai fait des hobbies, bien sûr, j'étais jeune, j'ai pas pensé à certaines choses. Exactement. Mais oui, c'était ma voiture, je savais mon budget pour ma voiture. Je savais... Tu visais pas la Mercedes. La pas du tout. Dernière génération. Non, pas du tout. Petite Toyota. Oui, mais justement, moi, il y a quelque chose que tu as dit que c'est sur ça que je veux aussi maintenant poser ma question. Tu as mentionné que tu étais jeune, tu avais des hobbies. Donc, je suis sûre que c'est vrai qu'il y avait tout ce plan qui était là, mais est-ce que tu es arrivé comme de faire des erreurs, peut-être comme, comme dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu comme pas mal d'erreurs? Je fais des erreurs chaque jour. Oui, comme un exemple. Je fais tellement d'erreurs chaque jour, puis tu sais, comme on dit, c'est classique, là, tout le monde dit ça, on apprend de nos erreurs. On va le répéter, c'est la vie. Ce serait des erreurs plus en lien avec notre sujet. Des erreurs. Tu sais, faut t'offrir un cadeau à Cédric que tu ne veux pas. Tu peux placer le... Il t'a forcé. Faut définir aussi l'ampleur de l'erreur. Tu sais, j'ai fait des erreurs que j'ai mis mon argent, par exemple, dans quelque chose, puis, par exemple, ça n'a pas fonctionné, ou j'ai dépensé quelque chose pour une formation, puis finalement, ça m'a pas apporté tant de trucs, ou j'ai mis... tu sais, c'est des petites erreurs comme ça en cours de route que, tu sais, c'est des regrets plus, dans le sens que, ok, j'aurais pu faire autre chose. Tu sais, si j'avais su, j'aurais pu faire autre chose, mais tu peux pas, ton processus est limité dans le processus rationnel, puis je le savais pas avant, j'ai pris la meilleure décision selon ce qui était présent, puis ça a donné que c'était des erreurs, tu sais,
c'est pas des erreurs qui m'ont mis dans le chemin, heureusement, mais des erreurs qui m'ont causé un stress financier en quelque sorte. Là. Oui. Ouais. Et toi, Cédric, est-ce que tu donnes un peu la même question? Oui, moi je pense que la question de prioriser d'ailleurs, ou la leçon de prioriser les choses vient d'erreurs que j'ai faites dans le passé qui étaient de, ok, au lieu de peut-être mettre l'argent de côté pour payer les droits de scolarité, j'ai préféré aller en vacances. Oh, la belle vie Mexique. Oui, c'est ça. J'ai préféré aller en vacances ou bien, je sais pas moi, comme acheter une console de jeu au lieu de mettre l'argent de côté pour d'autres choses. Donc, c'est vraiment cette question-là de, ok, de définir correctement cette priorité. Puis moi, oui, j'en ai fait pas mal des erreurs dans ce sens-là. Tu sais, moi, je venais juste de commencer à économiser, j'étais tout fier. Un joueur de hockey, hey, je pensais que je vais rentrer dans la LNH. J'ai acheté, on appelait ça un shooting pad. C'était vraiment pour pratiquer, pour lancer les rondelles et tout. 1000 $. Dans ce temps-là, c'était quand même dispendieux. Hey, j'étais jeune. Il y avait du $1 dessus? Je l'ai utilisé 2 fois. Je l'ai utilisé 2 fois. Ça fait mal. L'as-tu revendu? Non, c'est encore, je pense, je sais même plus si c'est rendu en poubelle. C'était vraiment un tapis presque glacé. Ça, c'est les erreurs qui font mal. Oui. Ah oui, non, ça te fait apprendre. Mais c'est ça, c'est des erreurs continuellement que je pensais que c'était quelque chose que je voulais. Donc, l'impulsivité, l'émotion, mes amis, tu sais, ça, peut-être que ça vaut la peine de la comparaison ou l'importance de juste vouloir projeter une image quand c'est pas nécessaire. Donc, c'était un peu cette idée-là que tous mes amis n'avaient. Moi aussi, j'en voulais un, mais j'étais pas nécessairement sérieux par rapport à mes projets avec cet achat-là. Donc, je l'ai acheté impulsivement, puis je l'ai utilisé 2 fois et c'est de l'argent perdu. C'est des petites erreurs comme ça que souvent, on prend des décisions sur les émotions. Ou sur comparaison avec d'autres ou pour impressionner les autres. Ça revient à la citation, cessez d'impressionner les autres par les choses que vous achetez et à inspirer. Mais je pense que c'est super important de mentionner ça aussi parce que je trouve qu'au-delà des émotions, la majorité des fois où on se met à dépenser facilement, c'est parce que on veut, tu sais, comme, soit montrer, soit, tu sais, comme, tu peux avoir un ami proche, tu sais, comme, tu marches avec, tu te dis, ah, mon ami, il a ça, comme, moi aussi, je veux l'avoir. Mais, tu sais, comme, t'as pas les mêmes moyens que ton ami, mais tu veux, tu sais, comme, mais c'est des fois, ces challenges-là. Pas suivre les autres. Justement, mais ça prend un état d'esprit. Ça prend un état d'esprit quand même, de réaliser, tu sais, comme, je suis pas obligée, comme, déjà, savoir qu'on n'est pas pareil. On n'a pas le même parcours. On n'a pas les mêmes défis parce que des fois, on voit la vie des autres. Mais parce que je trouve surtout avec les réseaux sociaux, je dis, c'est même pas forcément au niveau des amis, mais des fois, c'est le monde qu'on observe sur les réseaux. T'as aucune idée de la vie de la personne. Parce que la personne, elle peut peut-être faire cette erreur-là, mener ce style de vie-là, mais toi, tu connais pas sur quoi elle compte. Mais toi, si tu fais la même chose, toi, t'as pas peut-être... tu sais, les parents pour te soutenir ou la famille riche qui va te soutenir si tu fais ces décisions-là, mais t'essayes de mener le style de vie de la personne. Mais ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que surtout, c'est drôle parce que je trouve comme, depuis que je suis maman, j'ai l'impression que c'est comme, je suis une grosse target comme maman, il y a écrit cible sur moi. Ça. Les mamans sont vraiment les targets ultimes, je t'assure. Parce que même quand Rémi, mon boss et ami, allô Rémi, bonjour Rémi, si tu nous écoutes, mais en gros, il disait, en fait, que les mamans, généralement, elle faisait beaucoup des achats, surtout, tu vois, quand tu es en train d'allaiter l'enfant, tu es là sur le téléphone parfois, puis tu es comme, j'achète. Parce que, en fait, littéralement, le marketing en général est comme ça, mais c'est comme s'il est là ciblé pour te dire, si tu veux être une bonne maman, si tu veux être la meilleure des mamans, ton bébé a besoin de ceci, il a besoin de cela, il a besoin, je t'assure. Puis t'achètes pas pour toi, en fait. T'achètes vraiment pour l'enfant. Puis des fois, il y a des mamans, tu peux voir des pièces remplies de choses. Comme, honestly, comme tout le temps en train d'acheter des choses pour le bébé. Aujourd'hui ça, demain ça, aujourd'hui ça. Surtout avec les trucs livraison rapide, tout ça. Donc tu sais que tu peux l'avoir dans 2 jours. Joue ses émotions. C'est ça. Et quelques jours plus tard, tu n'en as même pas besoin. Comme la preuve, mon on avait acheté un couffin pour l'enfant, puis il a dormi dedans 2 semaines. Donc tu vois qu'à la fin de la journée, t'es comme... Après, tu n'en as pas nécessairement besoin. Puis ça prend vraiment ce recul-là. Moi, c'est plutôt mon mari qui a joué la tête pensante dans cette histoire parce que honnêtement, comme même la nursery, tu te dis qu'il faut qu'elle soit complètement pleine, mais l'enfant, il ne va pas dormir dedans avant 6 mois. So, tu te mets beaucoup la pression pour rien, mais... Et on te dit, il faut qu'elle soit prête. Pourquoi ? À la fin, pour prendre peut-être des photos
des choses, tu vois, c'est toujours ça. Ah, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a besoin de ça, on a besoin de Pinterest ça. board. Parfait. Oui. C'est comme, c'est ça en fait qui est assez étonnant. Puis là où aussi, comme ça fait beaucoup réfléchir, c'est qu'on voit des gens aller s'endetter. Comme aller vraiment chercher dans les dettes pour pouvoir justement s'offrir des choses qui sont peut-être pas dans leurs moyens, mais ils veulent comme, ah, je veux ça maintenant. Peut-être que tu pourras te l'offrir dans 2-3 mois ou dans une année, dans 2 ans, c'est peut-être pas pour toi maintenant. Mais comme avec la notion de, ah oui, il y a même maintenant cette notion que tu peux acheter aujourd'hui, payer dans une année. Commencer à payer dans une année. Je suis comme, oui, ok, j'aurais déjà enjoyé la chose, peut-être que ce sera cassé. Et après, vous voulez que je continue de payer ça. Donc, ça nous ramène Ça, c'est le piège comme, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, puis on le disait au début. Pour moi, une des devises, en tout cas, que je pratique énormément, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Donc, si tu as les moyens aujourd'hui de t'acheter quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire dans l'immédiat. Pense-y. Puis, aussi, comme la question du coût, comme si je dépense mes $3,000 ou mes $5,000 aujourd'hui, et que ce $3,000 ou ce $5,000 là, j'en ai besoin demain peut-être pour investir. Il faut aussi penser au fait que l'argent peut grandir. Ce n'est pas parce que tu l'as dans tes poches que ça va rester de même. Donc, il faut penser à ça aussi. Mais surtout, commencer par vivre en dessous de ses moyens. C'est hyper important. Hyper important. Puis si je peux rebondir là-dessus, tu sais, on parle d'éducation littératie financière aujourd'hui, puis ça peut sembler très compliqué. Oh my God, j'ai les émotions, j'ai cette pression, j'ai ci, ça. Mais c'est vrai que dit, pour une bonne gestion financière, en gros, on revient à la question du début, c'est simplement vivre sous ses moyens. Tu sais, l'équation est pas difficile. Tu sais, le monde va dire « Ah, c'est la maths, c'est compliqué, les chiffres. » Les revenus qui te reviennent devraient être plus hauts que qu'est-ce que tu dépenses. Oui, ça veut dire qu'il va t'en rester ou tu vas arriver kiff-kiff, donc tu ne seras pas dans les dettes ou tu vas avoir plus d'argent. Oui. Et cet argent-là, l'investir ou choisir, il y a différents types de modèles de budget, mais en gros, l'équation, c'est que tu vas avoir plus de revenus que de dépenses. C'est le problème avec la société à ce temps, pour impressionner, comme on parlait, c'est qu'on augmente ses dépenses, mais les revenus restent les mêmes. C'est ça. Oui. Donc, l'équation ne fonctionne plus. Et là, on est dans les mois. Et là, on pioche sur les cartes de crédit. Et là, on parle justement de cartes de crédit. Ah, les fameuses cartes de crédit. Maybe avant qu'on arrive là, parce que vous avez mentionné, comme quand tu mentionnais ton livret, puis aussi comme le livret, vos 2 livrets là, je voulais savoir, comme peut-être, comme si vous avez eu plus petit des conseillers, genre c'est comme des personnes qui m'ont inspiré, je sais que tu as parlé de ta mère, mais des personnes comme ça qui vous ont comme inspiré à avoir ces goûts-là de « Ah, je veux bien gérer mon argent » ou bien qui ont été comme un peu comme des catalyseurs pour vous amener sur cette voie-là, kind of. Bon, t'avais déjà mentionné, maman, on l'a déjà salué, donc donne-lui des fleurs. Oui, c'est sûr que moi, ma mère a beaucoup joué ce rôle-là, ainsi que plein d'autres dans ma vie, là, mais comment gérer ses sous, comment prioriser les choses. Est-ce que j'ai tout écouté immédiatement? Non. D'où les nombreuses erreurs que j'ai faites. On est tous dans le même bateau, Cédric, t'inquiète. Mais oui, définitivement, ma mère a joué un rôle très important là-dedans, de savoir quand utiliser son argent et comment, et surtout en mettre de côté. Elle a une citation... je l'oublie là, mais très rapidement, elle dit comme, genre, quand tu es un humain, faut que tu aies les 2 pieds sur quelque chose. C'est dans le sens de, faut que demain, s'il y a quelque chose, faut que tu te dises, ok, je suis quand même assis ou que j'ai les 2 pieds sur, que ce soit une maison, de l'argent, des économies. Il faut que tu aies les 2 pieds quelque genre comme la notion de sécurité, quand même. C'est ça. Le matelas. La devise de Golem, de la mère à Cédric. On va mettre ça, si vous êtes arrivé là, mettez ça dans les dans les commentaires. La devise de la maman de Cédric. Mettez les 2 pieds. Oui, c'est ça. Les 2 pieds sur quelque chose. Les 2 pieds. Pas juste un pied. Non, les 2. Ok. Modèle. Très sage. Oui, très symbolique. Un modèle, pas forcément un modèle, mais quelqu'un qui t'a comme inspiré ou qui dans ce parcours-là comme t'a aidé, peut-être tôt ou après là.
je suis une personne qui donne vraiment à César qu'est-ce qui lui appartient. Dans le sens là, mes parents m'ont donné énormément sur beaucoup de trucs. Peut-être moins cette partie-là. Quand je ne pas même, on en rit à ce jour. Donc, je n'ai pas nécessairement eu de modèle. Je pense que ça a été vraiment un intérêt vraiment plus intrinsèque, une motivation plus intrinsèque qui m'a amené à un certain point. Puis c'est là que ce certain point-là, que oui, tu peux être bon jusqu'à continuer à apprendre, mais c'est avec qui tu t'entoures, des gens que tu t'entoures. Puis je pense que c'est pas vraiment, c'est réellement à mon arrivée à l'université avec les gens que je me suis entouré, certaines mentalités similaires à moi, c'est là que j'ai appris les autres. Tu sais, comme, puis je le fais beaucoup référence, pas parce qu'il ici, mais Cédric, c'est une personne que, tu sais, tant financier que sur d'autres de développement personnel, que c'est une personne qui, en parlant à lui, par exemple, que j'apprends beaucoup et je grandis, et comme c'est là que j'apprends à connaître beaucoup plus que qu'est-ce que je peux éduquer. C'est dans les deux sens. Non, ben comme, pas pour de l'argent. On te jette des fleurs à l'air. Non, mais c'est là quand, puis j'ai d'autres personnes que je pourrais nommer, tant au niveau du développement personnel qui m'ont fait grandir, mais qui m'ont fait réaliser des choses au niveau personnel, que ça a un impact sur ma gestion financière. Donc, c'est là que je te dirais, c'est là que l'impact a eu plus. Quand j'étais jeune, c'était une simplification de ma connaissance financière. Ouais. D'où l'importance de bien s'entourer. Hein. Non, Oui. l'entourage est vraiment très important. 100%. Oui, si vous êtes toujours avec nous et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est normal. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Partagez. Un petit plug. Pause pub. D'accord. C'était la pause pub. Et du Bien. coup, on continue avec notre question sur les cartes de crédit. Yeah. Ok, Vas-y. parfait. C'était quoi la question? Non, C'est une question. Bonne question, on s'en rappelle pas. Non, mais... Non, mais en gros, c'est que la question, elle vient du fait, par exemple, c'est que quand on arrive ici, un peu comme Esther a mentionné, que ce soit, c'est vraiment une société très différente, dans le sens où le point même sur les cartes de crédit, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Chez nous, c'est comme, hey, évite les dettes au maximum que tu peux, tu vois. Fuis les dettes. Ouais. Puis quand tu arrives ici, on a remarqué 2 types de patterns quand on arrive ici. Ouais. Numéro 1, tu fuis vraiment les cartes de crédit comme littéralement quand on t'appelle non, ne me parlez pas de cartes de crédit. Ou numéro 2, tu abuses des cartes de crédit comme pas possible. Donc à la fin, vous par exemple, est-ce que vous avez des tips que vous pouvez partager par rapport justement au crédit, aux cartes de crédit, au type de dette même? Alors, moi, vous allez le remarquer là, mes affaires sont tellement comme se résument à des phrases ou à des citations. Wow. C'est vrai que le philosophe. Oui. Pour les cartes de crédit, honnêtement, dépensez ce que vous pouvez payer. C'est vraiment ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Je comprends que des fois, il peut y avoir des urgences, des imprévus. Puis même avec ça, il faut comme préparer l'après-utilisation. Tu utilises maintenant, mais il faut déjà préparer l'après-utilisation. Donc, par quel moyen vais-je pouvoir régler ceci? Même si c'est pas comme échéance, ok, chaque 2 semaines, je mets tel montant d'argent parce que ça dépasse complètement ce que je peux payer dans l'immédiat. Il faut le faire, c'est important. Puis, c'est aussi une question de confiance en toi et l'institution financière. Hein, ok, cette personne est capable de payer comme à telle période. Il ne faut pas faire l'autruche quand on est endetté, quand on a des gros montants de cartes de crédit. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable, il faut trouver des solutions. Et je pense que c'est ce piège-là que beaucoup n'évitent pas. Ils tombent dedans, des fois les yeux fermés, littéralement. Ok, j'ai cette dette-là, je ne sais pas quoi faire avec, je vais laisser. Ça va passer dans 7 ans. Ça, c'est le plus gros danger. Ça va passer tout seul. Oui, il ne faut pas faire ça, tu vois. Il faut pas faire ça. Il faut trouver des solutions. Quand on utilise et penser à l'après. C'est très important. Penser à l'après. Yeah. C'est bon. Ben, les cartes de crédit, en fait, comme tu as mentionné, c'est soit qu'on s'éloigne de ça complètement ou soit qu'on en abuse. Puis, je pense qu'il y a un milieu aussi à favoriser. Puis, Dave Ramsey va dire le contraire, puis ça se peut, puis mon opinion personnelle, c'est mon opinion personnelle, l'opinion d'un autre, peut-être quelqu'un va nous écouter, il va dire, je suis totalement pas d'accord avec Alain, qu'est-ce qu'il est en train de dire, je suis totalement ok avec ça, mais je vois pas une carte de crédit où on peut même rentrer dans des dettes plus tard, je vois pas nécessairement ça
quelque chose de mauvais. Je pense que c'est encore tout là dans la bonne utilisation. En fait, une bonne utilisation d'une carte de crédit peut être à notre avantage. Une bonne utilisation de carte de crédit peut nous permettre d'avoir une hypothèque un peu bateau. Et ça peut aller loin. Au niveau des postes fédérales plus élevés, il y a des gens qui vont vérifier les codes de crédit pour l'emploi. Donc, oui, ça peut aller vraiment des postes dans la politique élevés. Ils peuvent vérifier votre code de crédit. Donc, faire la bonne utilisation de la carte de crédit va améliorer notre code de crédit. Puis c'est important pour plusieurs facteurs, comme j'ai mentionné. Donc, bien gérer sa carte de crédit va être à ton avantage. Puis il y a des critères qui permettent d'améliorer la carte de crédit, l'utilisation, comment de crédit que tu as, quand tu payes et tout ça. Donc, moi, mon truc, c'est simple. C'est pas nécessairement payer 2 semaines après, mais je dirais, si tu n'as pas cet argent-là dans ton compte bancaire, dépense-le pas. Ben, dépense-le pas. Puis, à cause que souvent, c'est là qu'il va arriver qu'il y a un extrême. C'est une question de contrôle. Moi, le terme que, quand tu dis carte de crédit, CC, là, c'est carte crédit, là, mais moi j'associe CCC, là, c'est carte de crédit contrôle. C'est tout. Mettez ça dans les commentaires. C'est vraiment tout le contrôle que tu vas faire de ça. Donc, quand tu vas bien contrôler ça, tu peux l'utiliser à ton avantage. Tu vas avoir des retours, souvent des points ou de l'argent de retour. Donc, c'est de l'argent gratuit ou des points pour voyage gratuits selon tes objectifs, selon ta carte de crédit. Donc, c'est pas à abolir, mais c'est à bien l'utiliser, la payer directement après si tu n'as pas cet argent-là. C'est pour ça, moi, je dis souvent aux gens, si tu n'as pas cet argent-là dans ton compte bancaire, de ne pas l'utiliser parce que c'est là que tu vas arriver à dire « Ok, c'est juste un achat, je ne l'ai pas, je vais le payer plus tard. Ah, c'est un deuxième achat. » Puis c'est là que tu rentres dans, t'abuses de la carte de crédit, puis tu as un autre niveau, puis tu mets la tête dans le sable, tu es comme « Oh, j'ai trop de dettes parce que j'ai fait 1, 2, 3 fois ça. » C'est vrai. Il y a des gens, justement, la question du contrôle, elle est très importante, surtout avec les cartes de crédit. J'ai connu des gens qui mettaient leur carte de crédit, ou qui peut-être le font encore, dans les congélateurs. Les juges pas. Non, parce que ces personnes-là, c'est nécessaire des fois. Savent qu'elles ne peuvent pas se contrôler. Ouais. Elles mettent les cartes dans les congélateurs. Comme ça, elles sont sûres que les cartes, qu'elles ne les utiliseront pas. Ou il y en a qui les détruisent, puis... Bon, en pensant que voilà, le compte est fermé en coupant la carte. Sans finir de payer, sans fermer le compte, tu coupes juste la carte. Mais t'as rien fait. Je sais, mais... les problèmes. Je comprends. C'est tout nouveau. C'est pour dire à quel point les gens doivent s'éduquer sur ces choses avant de se lancer dedans. Et ça coûte cher. Oui, les taux d'intérêt. Taux d'intérêt, ok. Moi, j'aime pas payer les intérêts. Moi non plus. Je pense que toutes les personnes qui veulent garder leur argent n'aiment pas payer les intérêts. Si vous pouvez éviter les taux d'intérêt... À 21% aussi. C'est ça, c'est beaucoup. Comme payer le plus tôt possible, dépenser ce que vous pouvez, dépenser ce que vous avez. Très important. Comme si j'ai 100$ sur mon compte chèque et que j'ai une carte de crédit, si je fais mon achat de 100$, je vais vouloir peut-être le faire sur ma carte de crédit. Ça, c'est pour bâtir le crédit. Oui, c'est ça. Tu paies avec ta carte de crédit, puis ensuite tu rembourses. C'est aussi simple que ça. Mais comme c'est ça, mais je pense que on en discutait quand on avait eu la première conversation. Tu sais, des fois, c'est comme les banques nous encouragent à avoir des cartes de crédit, mais sans expliquer après comment l'utiliser. Tu sais, comme même toi, est-ce que quand tu as pris ta première carte de crédit, comme la banque t'a expliqué comme « Oh, Alain, voici comment tu dois l'expliquer, etc. » Pas du tout. J'ai même pas rencontré, je pense, une personne. Je pense que je l'ai commandé en ligne, la carte de crédit. C'est que elles vont te... Parce que par régulation, comme elles doivent te dire telle ou telle information, mais comment réellement utiliser ta carte, tu n'as pas d'éducation là-dessus. Et ça, je pense que c'est une erreur. Ça doit être même mis dans la loi. Il faut éduquer les gens réellement avant de leur donner une carte de crédit, surtout pour une première fois. Absolument.